Bonjour à tous, bonjour Fred. Bienvenue dans l'épisode 2 de ta fucking culture d'entreprise. Le A est important, un podcast qui sert à aider les employés et les gestionnaires à implanter une culture d'entreprise engageante et motivante. Aujourd'hui, on est avec monsieur Fred Dehay, Frédéric Dehay. Puis Frédéric, j'ai préparé une introduction parce que tu le vaux. Dans l'univers dynamique du coworking actuel au Québec et de l'immobilier commercial, Fred, il se distingue comme un leader visionnaire. J'avais fait une publication sur LinkedIn et j'y crois. Président de Head Office depuis 16 ans. 7 ans. C'est écrit 2008 sur LinkedIn. Non, c'est parce que la compagnie, c'était autre chose avant, c'était 2008, mais le premier head office, c'était en 2017. C'est pour ça que je me suis arrêté. C'est pas une grave erreur, là, mais la compagnie a Merci. évolué, puis le coworking a commencé en 2017. Parfait. Il a construit une carrière à la confluence de l'innovation, c'est la conjonction de l'innovation et de la technologie. Et j'ai rajouté de la sensibilité humaine. C'est ce que tu rapportes à Head Office. Avant de transformer le paysage du coworking, Fred a forgé son expertise dans les médias et le marketing. VP chez Ski Press World. On est dans le créatif à Radio-Canada, directeur des ventes à Newad et Carat ou Cara. Cara, ouais. Cara, Exact. l'agence marketing, communication, médias. Donc, chaque étape de son parcours a nourri sa capacité à comprendre et à se réinventer dans les espaces de travail. Est-ce que c'est vrai tout ça? Tout à fait. Oui. Ouais, ouais. Plus qu'un gestionnaire, Fred, moi je trouve et je pense, puis je ne suis pas le seul, que tu es un architecte d'écosystèmes professionnels. Tu fais en sorte que les écosystèmes évoluent. Et Fred, nous avons remarqué qu'il nous influence dans chaque projet. Il y a une philosophie unique, c'est créer des environnements dans lesquels la technologie et l'humain dialoguent, l'innovation rencontre l'écoute et le développement personnel. Fred, c'est quelqu'un qui est axé sur grandir en tant qu'humain. Et c'est aussi important que la performance organisationnelle. Donc Fred, bienvenue. Merci. On fait cet épisode parce que on t'a envoyé un formulaire pour t'auto-évaluer en tant que gestionnaire. Puis tu as fait, faut qu'on en parle. Donc on va en parler dans la deuxième partie. Avant, tu as un très beau logo. Merci. Head Office, c'est Ouais. magnifique, tu as un beau jersey. Tu as un magnifique branding. Donc ma première question pour toi, Fred, pourquoi le branding, c'est important pour avoir une belle culture d'entreprise? Je pense que le branding, autant pour les clients, ça leur permet de comprendre ce qu'on est. C'est une façon de leur communiquer un peu notre vision, notre image, mais pour les employés aussi, je pense que c'est important d'avoir des employés fiers. Pour moi, d'avoir des employés qui sont heureux de porter le logo Head Office, c'est important. Fait que je pense que ça fait un peu partie de la culture, mais un logo, une bouteille, un chandail, c'est une chose, mais c'est tout ce qui vient avec je veux dire, on le voit avec les grandes marques, pourquoi les gens utilisent des Audi au lieu de s'acheter une Honda, mais c'est qu'il y a une image, il y a un lifestyle qui vient en arrière de ça, il y a une philosophie de vie. Puis je pense que ça fait un peu partie de ça. Pourquoi il y a des gens qui sont fiers de dire qu'ils travaillent chez Apple ou dans d'autres compagnies, mais je pense que c'est le branding, c'est un peu ce que ça vient faire. C'est d'avoir un branding pour la clientèle à l'externe, mais aussi d'avoir un branding pour les clients à l'interne. Il faut que tout ça fasse du sens pour tout le monde. Puis la raison pour laquelle je t'en parle, c'est que, déjà, tu le comprends. Tu parles du branding, mais aussi ce que ça représente. Qu'est-ce que tu dirais ou tu conseillerais aux leaders et aux gestionnaires qui pensent que c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de cash, d'investir dans le branding? Euh, je pense qu'ils sont à côté de la traque, là. Je pense que c'est carrément. Puis souvent, c'est une des choses que je me fais reprocher parce que pour certaines personnes, tout dépendant de leur personnalité, ils vont dire arrête de t'attarder à ce genre de détails-là. Mais pour moi, on dirait que tout doit partir de là. Fait que pour moi, de développer un branding, ça m'aide à tout développer le reste puis savoir où je m'en vais. On a plein de projets en ce moment chez Head Office, dont l'Académie Head Office qu'on va parler plus tard, mais pour moi, tout part du branding, puis c'est de savoir avec quel branding on travaille, qu'est-ce que ça veut dire, puis tout le reste, après, pour moi, fait plus de sens. Fait que pour un gestionnaire, il y en a pour qui c'est peut-être pas important, qu'ils ne le comprennent pas. Il y a peut-être des industries aussi où c'est peut-être moins important. Mais pour moi, c'est extrêmement important. Puis de m'attarder à ça. Puis que moi aussi, je le own, le brand, Donc, ça que je part sois aussi du fier du leader. brand, puis que je sois capable d'en parler, puis que je le communique. C'est important. Fait que peut-être pour certaines personnes, ça l'est moins, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un public en arrière de ça. Il y a des clients potentiels pour qui ça peut être important. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose auquel on devrait s'attarder. Puis si pour eux, c'est pas important, mais ils peuvent juste aller voir des gens qui sont capables de le faire pour eux, qui vont leur faire comprendre l'importance de ça, puis leur montrer quoi faire avec le branding. Donc, mais je pense que ça doit faire partie
de l'équation quand on part quoi que ce soit, un produit ou une compagnie. Le Le branding. branding est important. Deux questions sur lesquelles je vais rebondir. Tu as parlé de parler à quelqu'un pour en parler. Je plug tout de suite High Five. Je ne sais pas si tu Oui, connais. ouais, tout à fait. Allez voir ce qu'ils font, allez voir quand ils parlent de branding. Vous avez le même discours, donc je ne sais pas si vous avez déjà collaboré ensemble, Oui, oui. mais ils parlent de ça. Ils parlent Ouais. de ce que ça doit influencer. Puis c'est les professionnels qui vont vous aider ou bien appeler Fred pour Mm. comprendre plus pourquoi pour lui c'est important, si vous voulez savoir comment. Puis tu as parlé d'une chose hyper sensible. Tu as dit je le own. Moi, en Ouais, tant que leader, je le own. C'était important. Pourquoi? ouais. Ben, tu sais, je pense que si en tant que gestionnaire, on n'est pas fier de son brand, on n'est pas fier de ce qu'on fait dans la vie, parce qu'on s'entend qu'on passe plus de temps à travailler sur notre business que de faire n'importe quoi d'autre dans notre vie. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important d'être fier de ça, de le communiquer, de le porter, de le montrer, d'être capable de l'expliquer aussi. Pour moi, ça, c'est hyper important. Puis si moi, je suis pas capable de le faire, comment je peux m'attendre à ce que mes employés soient capables, eux aussi, de le faire? C'est pratiquement impossible. Donc, tu sais, on le sait qu'il y a beaucoup de choses qui partent du gestionnaire. Bien, ça fait partie aussi des choses qui, selon moi, doivent partir du gestionnaire, puis qu'après ça, ça doit découler sur tout le reste de l'équipe pour, après ça, pouvoir être communiqué à nos clients potentiels. Je fais une petite parenthèse, juste l'espace avant Head Office, j'ai toujours dit, je trouve ça génial. Puis tu m'as expliqué avec une évolution de logo, il y avait des ronds Ouais, avant. Mais on le ouais, voit d'ailleurs sur le building. Il y ouais, a 4 cercles et il ouais. y a un espace. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? ben en fait, autant c'est important pour moi le branding. Au départ, quand j'ai parti d'Office, j'étais comme un peu, j'avais une autre entreprise avant, il y avait un élément du logo que j'aimais de l'entreprise, puis que je trouvais qu'il faisait encore du sens. Puis comme je me l'étais approprié dans le passé, j'ai essayé de le réintégrer dans mon nouveau logo. Puis ça faisait du sens. Puis là, à un moment donné, ben au début, je devais ouvrir juste un espace. Fait que si j'avais pas prévu d'en ouvrir plusieurs puis que ça devienne un brand, puis c'était pas ça l'ambition au départ. Puis là, quand j'ai vu que ça commençait à grossir, je voulais protéger la marque puis tout ça, puis je voyais toute l'opportunité de faire de la merch, tu sais, de développer ça. Je disais, OK, là, il faut que je fasse une réflexion maintenant sur mon logo parce que dans 10 ans, il risque d'être trop tard. Puis tantôt, tu parlais d'iFi. Moi, j'ai travaillé avec LMG, là, qui est un de nos clients, une entreprise de Québec et qui sont aussi à Brossard. Puis on leur a carrément donné le mandat. On a dit, ben, tu sais, impressionnez-nous, arrivez-nous avec quelque chose qui fait du sens. On ne voulait pas aller tu sais, à 180 degrés nécessairement. Il y a des choses qu'on aimait. Puis c'est eux qui sont arrivés carrément avec ce concept-là, où là, on trouvait que ça faisait encore plus de sens. Puis c'est vraiment Espace. un élément minime, mais il y a des façons de le décliner, il y a toutes sortes de façons de l'utiliser. Puis on a vraiment trippé sur le brand, puis maintenant, ben, on le met partout, puis on l'utilise le plus souvent qu'on peut. Puis c'est drôle parce que c'est juste un espace, mais Ouais. c'est everything. Moi, je Ouais, trouve ça veut ça tout dire. fantastique. Ouais, Ouais. tout à fait. Puis au début, honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça, là. C'est une entité Ouais. que j'aurais aimé avoir moi-même, mais c'est pour ça que des fois, travailler avec des spécialistes, ça nous amène complètement ailleurs. Puis quand ils sont arrivés avec ça, je dis, ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce qu'on fait. C'est sûr que nous, on fait c'est plus que juste des espaces. C'est une communauté, c'est des gens. Pour nous, c'est hyper important, mais tout ça se passe dans un espace. Il reste que le lieu physique devient quand même super important dans ce qu'on fait. Puis ça faisait tout à fait du sens. Belle transition. Parle-moi de ta vision pour Head Office ou la vision de Head Office quand tu as commencé et où est-ce que tu en es en ce moment? Ouais, ben, en fait, quand j'ai commencé d'Office, ça vient d'une écœurante titre de l'industrie publicitaire. J'ai travaillé pendant 25 ans en pub. Je voyais plus l'intérêt de demeurer dans cette industrie-là. Pas que j'aimais pas le marketing, parce que j'en fais encore, mais j'étais plus bien dans cette industrie-là. Je trouvais pas mon compte. Je voyais pas le futur là-dedans. Puis j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier commercial. Tu sais, on a beaucoup entendu parler de WeWork dans les dernières années. Puis c'est sûr que j'ai vu un peu le phénomène arriver au Québec. Puis là, ben, je me suis mis à aller visiter des espaces de coworking, aller voir un peu ce qui se passait. Puis dans le fond, moi, je prenais en note tout ce que j'aimais pas. Tu sais, dans chacun des espaces que je visitais, je notais, OK, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Puis là, je suis revenu, je me dis, OK, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Je peux pas imaginer que je suis le seul à avoir ces préoccupations-là. Puis j'ai décidé d'ouvrir le premier espace à Longueuil. Il n'y en avait pas beaucoup sur la rive sud, même à l'extérieur de Montréal à l'époque. En 2017, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Puis moi, mon plan, c'était d'en ouvrir un. Puis j'ai dit, ça va être mon projet de pré-retraite. Je faisais tout, là. Je faisais la comptabilité, je faisais le marketing, je m'occupais des clients. Des fois, je montais des meubles, je faisais à peu près tout. Puis c'était ça mon plan.
Puis là, ben, de fil en aiguille, j'ai un client qui s'est installé à Longueuil, il voulait aller à Montréal, il n'aimait pas ce qui était offert à Montréal, il aimait l'expérience head office, et qui m'a comme un peu convaincu d'en ouvrir un deuxième à Montréal. Puis là, ben, je me suis rendu compte que c'était peut-être beaucoup pour une personne. Fait que là, je dis, OK, là, je fais quoi? J'arrête là, j'engage. Si j'engage, c'est peut-être trop pour deux, c'est peut-être pas assez pour deux personnes. Fait que là, on a commencé à regarder pour ouvrir à Brossard, à Sainte-Julie, d'autres marchés. Puis là, à un moment donné, ça l'a juste. On a vu que l'intérêt était là pour ce qu'on faisait, la façon dont on le faisait. Puis évidemment, ben, la pandémie a un petit peu tout arrêté notre développement. Mais rapidement, je me suis dit, OK, quand la pandémie va finir, ça va exploser le domaine du coworking. Les gens vont complètement changer leur façon de voir le bureau. En fait, leur préoccupation ne sera plus la même. Là. Au début, les gens, ce qu'ils choisissaient, c'était une vue, c'était des beaux bureaux, des murs vitrés, du beau mobilier. À un moment donné, là, les gens, ça va être la connexion avec les gens qui va être importante, de trouver des gens avec qui ils peuvent collaborer, qui peuvent travailler. Puis là, j'ai carrément décidé de dire, OK, ben là, on y va, on en a ouvert 3, puis on en a ouvert 6 l'année suivante. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur 2 ouvertures, peut-être 3 pour la prochaine année. Puis là, on le voit, là, c'est exponentiel. Puis on n'est pas les seuls. Là. Il y a plein d'autres joueurs dans le coworking en ce moment qui explosent. Il s'en ouvre de plus en plus. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment un besoin pour ça. Maintenant, c'est de trouver ta niche dans ce domaine-là. Tu sais, nous, on a développé une offre, on a une façon, on mise beaucoup sur la communauté, on va miser encore plus sur la communauté dans les prochaines années. C'est sûr que nous, on a un réseau, on est présent un peu partout au Québec, donc c'est une grosse valeur ajoutée qu'on offre à nos clients. Mais il y a plein d'autres espaces de coworking qui offrent quelque chose de complètement Des différent et qui différents. peut répondre aux besoins de d'autres genres d'entrepreneurs ou d'employés. Mais on le voit, il y a des grandes entreprises qui nous approchent en ce moment pour installer des équipes en remote, avoir des bureaux satellites, tout ce Mm. genre de choses-là. Ben, avant la pandémie, j'aurais jamais imaginé qu'on irait vers ce genre de choses-là, mais Mm. maintenant, Shout c'est out commun. à 2C2B, Oui, Guillaume Baudin, à Montréal Cowork aussi, oui, qui font partie des joueurs que je connais, je les connais oui. pas tous. Et vous sortez du lot, mais tu sors spécialement très bien du lot. J'en connais d'autres, moi, qui ont essayé de partir puis qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Pourquoi vous arrivez et tu arrives certainement à tirer ton épingle du jeu quand d'autres ont essayé puis ça crash? Ben, c'est dur à dire là, parce que je connais pas les détails de tout le monde, mais tu sais, on fait Selon tout. toi et Ouais, l'économie ben dans tu sais, laquelle on est. on fait toujours des erreurs. Ça dépend toujours aussi de notre tolérance au risque Hum, aussi. Tu sais, faire de l'immobilier, du coworking, c'est pas facile. Tu sais, quand j'ai ouvert mon premier, les dépôts de sécurité qu'on me demandait, les garanties, l'investissement en amélioration locative, c'était énorme. mhm. Tu sais, j'en connais qui ont mis tellement d'argent au début qu'après ça, il n'y avait plus, soit plus l'énergie, il n'y avait plus d'argent pour faire du marketing, il y avait des choses qui avaient été mal pensées, mal faites. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas évident. Moi, j'ai décidé de me dédier à 100% au coworking aussi. Hmm. Tu sais, moi, ce que je vois beaucoup dans l'industrie, c'est qu'il y a des joueurs qui vont, c'est des entreprises, que là, les bureaux sont trop grands, ils disent, on va convertir ça en coworking, puis on va essayer de faire du coworking. Malheureusement, c'est pas ce que les entreprises cherchent. Puis je ne sais pas c'est quoi le pourcentage exact, mais il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui n'offrent pas le service qu'on offre. Nous, on est dédié à nos clients 24 heures sur 24, Ah, 7 jours sur 7 ou à peu près. Là, Ah, mais oui, mais je vous le pour dis. nous, c'est important. On met Hmm, du temps à développer notre communauté, à créer des relations. hmm, Puis le nombre de fois, puis je veux dire, c'est arrivé souvent qu'on a eu des discussions, puis je parlais d'un partenaire, puis vous me dites, ben oui, on travaille déjà avec eux. mhm. Fait que, tu sais, puis nous, on essaye aussi de créer ça à l'interne, de référer nos clients, de créer des relations avec nos clients. Mais c'est probablement la partie la plus importante de ce qu'on fait. Euh, Puis tu disais puis, que là, excuse-moi, je te coupe, tu parles de être vraiment investi pour les gens. Est-ce que tu penses que ce serait ton épingle, ta qualité première qui permet à Head Office de. ben, je pense que c'est vrai pour n'importe quelle entreprise. Là. Hmm, Si on n'est pas dédié à 100% à ce qu'on fait, mhm. le taux de réussite est clairement moins bon que si on se dédie puis qu'on y croit. Puis on peut se tromper. Ça se peut qu'on ait des périodes difficiles, on en a toutes. Mais si tu es dédié à 100%, ça va être beaucoup plus facile de continuer dans ce chemin-là. Si tu T'y as une crois aussi. job, puis tu fais un coworking, puis que le coworking ne fonctionne pas, ben, tu dis, on va retourner à ce qu'on faisait avant, puis on s'en occupera pas. Fait que c'est ça, pour moi, mais c'est vrai dans n'importe quelle Ouais, entreprise. C'est ok. pas vrai juste pour le coworking. C'est correct de l'essayer, de mettre le pied dans quelque chose, puis d'aller tester. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut prendre une décision, puis dire on y va all-in. Puis ça, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, de y aller all-in dans le coworking, puis c'est ce qui nous a permis de se développer. Là. Puis de l'expansion. Puis je rebondis aussi, tu parles d'entreprises
où ils ont des espaces, ils ont des bureaux, ça se loue plus. Puis là, ils essayent de shifter en cowork. Tu t'es transformé en gestionnaire immobilier, je Oui, pense. C'est quoi les exact. skills que ça prend pour pouvoir le faire, puis shifter aussi? Ouais, ben, je dirais pas que mon expérience en immobilier, c'est la meilleure. J'en ai une, là, parce que je m'en suis bâti une. J'ai commencé en m'engageant un spécialiste pour me coacher un peu sur comment on négocie un bail immobilier. Puis en fait, c'est un ami de la famille. Puis, tu sais, à l'époque, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'y ai pas parlé, mais tu sais, je serais curieux de me rasseoir avec puis de voir s'il y avait l'impression qu'on s'en allait vers ça. Probablement pas. Euh, mais je pense que s'il y a des choses comme ça qu'on ne contrôle pas, il faut savoir aller chercher des gens qui le connaissent mieux que nous autres. Puis moi, je pense que c'est une des choses que j'ai bien fait dans les 7 années là, sur lesquelles j'ai travaillé d'office, c'est que s'il y avait quelque chose que je ne contrôlais pas ou que je ne connaissais pas, ben, j'allais chercher quelqu'un qui était capable de le faire. Puis ben, c'est sûr que chez Head Office, c'est facile. Je veux dire, moi, mes avocats sont à l'interne, mes conseillers en communication sont à l'interne, j'ai tout à portée de la main. Euh, J'essaie de ne pas le dire trop fort, mais j'ai souvent un accès privilégié à ces partenaires-là. Tu sais, quand j'ai besoin de consulter mon avocate, ben, je peux envoyer un petit message à Cassandra de Psych. Hey, as-tu 5 minutes? Elle arrive dans mon bureau 5 minutes plus tard. Elle dit, gars, j'ai 10 minutes. C'est quoi? Tu sais, c'est quelque chose que tu peux pas avoir accès si tu es tout seul dans ton coin. Puis, fait que pour moi, ça, d'être capable de t'entourer, je pense que c'est la chose la plus importante. C'est ce qui a fait la différence dans notre. Si je peux me permettre, ce dont tu parles en ce moment, qui est d'avoir accès à ces gens-là, c'est, on en a parlé un petit peu, ton skills à toi. Tu es quelqu'un de vulnérable qui veut évoluer, qui demande de l'aide. Aussi, on ne sent pas d'ego, zéro. Et sérieusement, tu pourrais en avoir avec ce que tu as Mhm. bâti. Et je pense que c'est un skills, tu as encore l'humilité de peut-être de pas le prôner devant tout le monde, mais c'est un skills que beaucoup de gestionnaires n'ont pas. Savoir s'entourer, savoir demander de l'aide. D'où ça devient ça? Ben, je sais pas, je présume que c'est dans ma personnalité, mais tu sais, moi, j'ai toujours comparé un entrepreneur à un chef d'orchestre. Tu sais, un chef d'orchestre, il n'est pas capable de jouer de tous les instruments. Il y a comme une base, il comprend, il sait ce que ça va faire si tout se met ensemble. Puis pour moi, c'est un peu ça le rôle d'un entrepreneur. C'est comme celui d'un chef d'orchestre. Puis si tu as la prétention d'être capable d'être le meilleur dans chacun des instruments qui jouent dans un orchestre et dans le chant, je veux dire, il y a des grands entrepreneurs, c'est ce qu'ils ont toujours fait toute leur Leverage. vie. Tu sais, des Steve Jobs, ce genre d'entrepreneurs-là, c'est pas eux qui programmaient, c'est pas eux qui arrivaient avec toutes les idées. Ils se sont entourés de gens qui étaient capables de le faire mieux qu'eux, puis c'est ce qui a fait la grosse différence. Si tu arrives avec un ego, puis tu as la prétention que tu sais tout, puis que tu es capable de tout faire, puis que tu as toujours la réponse à tout, mais je pense que c'est voué à l'échec, là. Je pense que pour pas mal de gestionnaires, c'est ça notre job. Ils le savent pas qu'ils ont besoin d'aide. Ils le savent pas non plus qu'ils ont de l'ego. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin. Ouais. Donc il y a comme une sensibilité qu'il faut avoir à un certain niveau. Tu parles, juste pour rebondir, tu parles de Steve Jobs. Ces gens-là, ils parlent de leverage. Qu'est-ce que tu peux déléguer pour aller plus vite et toi te concentrer sur ce qui est important. Ouais. Donc ce serait le mot à utiliser et à comprendre, c'est quoi le leverage, comment je peux donner, comment je peux faire affaire à d'autres personnes qui savent mieux que moi ce champ de compétences pendant que moi je me concentre Ouais. sur la vision de ma compagnie. Revenons sur la vision. Quelles sont tes plus grandes difficultés à faire comprendre ta vision à tes employés, à ton entourage, interne ou externe? Ben, je dirais, mettons qu'on recule 6 mois avant qu'on commence à discuter. Tu sais, mon problème, c'est que j'avais l'impression peut-être que tout était sur mes épaules à moi, puis que j'étais le seul à savoir. Puis, tu sais, je sais que vous faites souvent référence aux pirates là, dans vos communications, mais tu sais, j'avais l'impression que j'étais le seul qui pouvait conduire la roue. Tu sais, puis, tu sais, j'ai eu des périodes dans les dernières années qui ont été plus difficiles. Puis, je pense que ce qui m'a nuit, c'est que dans ces moments-là, au lieu de m'attendre à ce que les autres prennent la roue, mais j'ai dit, gars, on va s'en aller où on s'en va, puis on revirera le bateau après. Mais tu sais, c'est je pense que dans les dernières années, ce que j'avais de la misère, c'est de savoir que j'étais capable de gérer une business, mais de ne pas être la business, puis que c'était pas toujours moi qui, euh, qui devait tout faire. Qui devait tout Puis faire dans les d'abord. 6 derniers mois, c'est un peu le virage que j'ai fait, c'est de m'entourer. Ben, j'avais déjà, l'équipe était déjà là. C'est pas qu'elle était pas là, c'est juste que j'avais mal communiqué la confiance que j'avais en eux, ce que je m'attendais d'eux. Fait que tu sais, c'est difficile de laisser la roue à quelqu'un qui sait pas où tu t'en vas. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire mieux dans les 6 derniers mois. Puis ça a fait toute la différence. Puis je le vois en ce moment, comment l'équipe est motivée, est encouragée, ils savent où on s'en va. Puis, tu sais, ça n'a pas été long, là. J'avais des discussions aussi avec Adriane d'Apricus avant qu'on. Puis, tu sais, il me disait, tu vas voir, là, c'est 12 mois, puis il va y avoir un chiffre qui va se faire.
Puis le pire, c'est que j'ai pas l'impression que c'est lui qui l'a fait à ma place, mais il m'a juste comme des fois réaligné parce que justement, j'ai l'impression que j'étais tout seul. Puis j'ai réalisé, ben, tu sais, je suis pas tout seul. J'ai une équipe en qui j'ai confiance et à qui je peux faire encore plus confiance. Puis ça a été le gros game changer que j'ai eu dans les 6 derniers mois. Puis maintenant, les gens, ils savent où on s'en va. J'ai un plan sur 10 ans. Ils savent exactement c'est quoi le plan, mais ils savent surtout ce qu'il faut faire chacun individuellement pour qu'on arrive à réussir ce plan-là dans 10 ans, dans 3 ans. Fait que ça a été, pour moi, ça a été une Donc tu des dirais gros que changements. la difficulté, ça a été de communiquer clairement cette vision Oui, tout à et fait. et communiquer aussi la confiance que tu avais Ouais, mais de c'était même ton pas équipe. bien la communiquer, je la communiquais juste Juste pas, pas. ben oui. C'était juste ça, Ouais. j'étais dans ma tête, j'étais dans mes choses, je m'enfermais dans mon bureau, essayer, OK, là, on fait quoi? Il y a un enjeu, on gère ça comment? J'ai l'impression que tout devait venir de moi. Puis là, j'ai réalisé maintenant, en fait, il n'y a rien qui vient de moi, tout vient d'eux. Puis c'est eux qui m'amènent les solutions, qui m'amènent les idées, mais après ça, ben, c'est eux qui ont amené les solutions, c'est à eux de les mettre en exécution. Moi, je suis là pour les aider, tu sais, les encourager, les encadrer, puis leur dire, gaffe, là, on s'en va, le bateau s'en va là-bas. Mais Hmm. tu sais, maintenant, c'est plus ça mon rôle. Fait que mon rôle a vraiment changé dans les 6 derniers Parce que mois, là. j'imagine ça ça t'enlève du stress. Ben oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il y a T'es- du stress, ça l'a enlevé du stress, mais surtout, c'est que, tu sais, avant, c'était l'histoire d'une personne ou à peu Exact, près, exact. même si je sais que l'équipe était super importante, mais maintenant, on est tous dans le même bateau. C'est tout le monde, on rame dans le même sens. Puis s'il y en a un qui rame pas dans le même sens que les autres, ben Il va se le faire dire. ça va paraître, là. Fait que, Merci, il va se le faire dire, mais surtout, il va le sentir. ouais, Il va le sentir il y a une énergie, puis il fait pas partie de l'énergie en exact. ce moment. Ouais. Comment tu décrirais la culture chez Head Office? Quelqu'un qui aimerait travailler ou collaborer, comment tu la Ouais. décrirais? Ben, nous, tu sais, la collaboration, c'est probablement l'élément principal, là. C'est probablement notre valeur la plus importante, que ce soit entre nous, à l'interne, à l'équipe, de collaborer avec nos clients, puis de faire en sorte que nos clients collaborent ensemble aussi. C'est hyper important. Fait que, tu sais, la collaboration, ça va pas juste dans un sens non plus. Fait que tout ce qu'on fait, que ce soit dans les espaces qu'on crée, les choses, les événements, les communications qu'on fait, mais c'est toujours dans une optique où on veut que les gens collaborent entre eux, puis la communication. Tu sais, ça, c'est un autre élément on a fait monter la hiérarchie, si on veut, Des valeurs? des valeurs. Tu sais, c'est important qu'on communique entre nous, que ce soit clair, que ce soit validé. Tu sais, on fait souvent des blagues avec ça. Ben, tu sais, quand c'est pas clair, ben, va valider, tu sais, va reconfirmer ce que tu as compris, ce que tu as Wow! entendu, pour éviter justement des malentendus. Parce que dans toute relation, que ce soit amoureuse, au travail, bien souvent, tous les conflits viennent juste d'une mauvaise compréhension. Fait que ça, on essaye d'éviter ça justement en misant plus sur une communication qui est plus claire. Puis, shout out à Louis qui travaille fort avec nous autres, avec toute l'équipe là, pour nous aider à mettre ça en place, Il là. est extraordinaire, Louis. Ouais, Louis, c'est une perle. Quand il m'a dit une fois, il dit, tu m'as déçu, là, j'ai comme j'ai travaillé fort pendant 24 heures pour pas le redécevoir, là, Ouais, mais on- arrêtons-nous là-dessus 2 minutes. Je suis ouais, très content que tu le pointes du doigt. Louis, on l'aime. Il m'a raconté cette anecdote. Il me dit, parce que nous faisons des rencontres où on check ouais, la collaboration avec les gens avec mhm, qui on accompagne, puis on accompagne Head Office. Donc on a un set, puis il a commencé, il dit, gars, je vais commencer à parler de Head Office. Je suis allé voir Fred hier et je lui dis, Fred, tu m'as déçu. Notre réaction, je suis comme, t'as pas dit ça à Fred. Mais vous avez une relation ouais, particulière, vous vous comprenez, vous vous entendez. C'est le niveau d'assertivité et de franchise qu'on a avec nos clients de ouais, manière générale, mais qu'il ait pu te dire réellement qu'il t'a déçu. Déjà, il l'a senti. Il a dit, ouais, non, mais c'est ça que je ressentais. Il fallait que mm, je l'exprime à ouais. Fred. Et ta réaction a été magnifique. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce moment-là? Il est arrivé, il t'a dit, tu m'as déçu. Comment tu as réagi? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Ben, en fait, c'est une situation à l'interne, puis c'était tellement. C'est pas une grosse Non. situation, mais moi, ça me rend inconfortable de gérer des conflits, de dire des choses que je sais que les gens vont prendre difficilement. Je trouve ça difficile de le faire parce que j'aime pas ça me le faire faire, probablement. Puis là, c'était le devoir que Louis m'avait donné. J'avais une situation qu'il fallait que je trouve un moyen d'adresser avec un de mes employés. Puis je devais le faire. J'étais supposé de le faire. J'ai tout fait pour pas le faire. Puis je me suis dit, il va l'oublier, il m'en reparlera pas. Puis là, ben, quand il m'en a parlé, puis que j'ai fait, ouais, je l'ai pas fait, tu sais. Puis là, il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit, je suis déçu. Puis là, il a pris sa tête dans le même, puis là, j'ai fait, OK, ouais, là, j'ai manqué mon coup. Puis, tu sais, en tant que gestionnaire, c'est correct de se tromper, mais je dis, là, je fais quoi maintenant? Tu sais, fait que là, je me suis assis avec Louis, puis j'ai dit, OK, comment tu me suggères d'amener la situation? Je l'ai fait, ça a super bien été, puis
Fait que, tu sais, des fois, c'était juste. Je pense qu'il est venu comme juste me shaker parce qu'il savait très bien que j'avais tout fait pour pas le faire. Fait que, tu sais, on l'a travaillé ensemble, puis j'ai utilisé ce que Louis m'a. Fait que, tu sais, j'ai pas la prétention d'être le parfait communicateur. Je pense que je me suis amélioré dans les derniers temps. Mais ça m'a challengé, là, de décevoir Louis, c'était pas le Puis, fun. puis on va utiliser tous les tools in the box Ouais. pour shaker les gestionnaires. Je reviens sur l'importance. Tu le dis, peut-être qu'on a oublié. Généralement, quand on pointe un problème, c'est noté quelque part dans notre dossier. La raison pour laquelle on est des pitbulls quand il y a un problème, c'est que c'est des boucles ouvertes. Mhm. Peut-être qu'elle est moins importante pour toi, cette boucle-là, mais elle est importante pour quelque part. Quand il y a un conflit dans une entreprise, quand il y a un problème, s'il n'est pas adressé, c'est une boucle ouverte, elle va Ouais, revenir. exact. Surtout, ça ferme pas, ça met pas le point d'exclamation sur je ne veux plus que ça arrive. Donc on insiste, puis c'est pas génial, c'est inconfortable, mais tu l'as dit, ça s'est bien passé. Mais surtout, ça va plus jamais arriver ce problème. En tout cas, on On croise les l'espère, doigts. ouais. On croise les doigts, mais fermer les boucles pour les gestionnaires. Et je comprends aussi qu'en tant que gestionnaire, c'est pas ce qui est le plus important, c'est pas ce qui est le plus urgent. On a les finances, on a les salaires, on a les RH, on a les ventes, on a le marketing, c'est pas le plus important. Sauf que cette petite boucle-là, elle va devenir immensément Ouais, chiante dans 6 mois. Et là, on peut la fermer maintenant, elle ne nous coûte rien. Viens, on la ferme ouais. maintenant. Donc voilà ce qu'on essaye de Non, non, mais pratiquer. Puis merci, ça a bien fonctionné, là, mais merci de jouer le jeu. ouais. Merci Mais d'embarquer. Shout ouais, out à ouais. Louis. Ouais. Quels sont les plus grands défis? Tu parlais de collaboration, qui est une valeur que vous utilisez. Quels sont les plus grands défis de collaboration interdépartementale? Ben, je pense des fois, c'est juste une compréhension de ce que l'autre fait. Des enjeux. Puis, tu sais, on a chacun nos priorités, on a chacun notre ordre de priorité dans ce qu'on fait. Puis, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que tout le monde a une contribution aussi importante dans l'objectif global. Fait qu'il faut que tout le monde fasse. Mais c'est sûr que pour Charles, le côté finance, c'est probablement pas le côté le plus. Ça n'a pas un lien direct nécessairement avec ce qu'il fait, mais au bout de la ligne, ben, les finances, c'est ce qui fait que l'argent rentre, qu'on est capable de payer nos fournisseurs, que je suis capable de payer mes salaires, que je suis capable d'engager d'autres mondes. Fait que, tu sais, ce que je veux, c'est que les gens comprennent bien. Fait que pour que ça fonctionne, toute cette gang-là qui s'en va, mais il faut que tout le monde comprenne l'importance des rôles de chacun, puis que tout le monde soit capable d'aider l'autre à mieux réaliser ce qu'il a réalisé. Fait que c'est un peu ça qu'on va essayer de travailler. Je pense qu'on est une petite équipe, fait que ça l'aide. Là. Tu sais, les gens sont quand même assez au courant de ce que les autres font, mais on essaie de trouver des moyens de plus communiquer, tu sais, qu'on ne travaille plus en silo, qu'on travaille tous dans une même affaire, puis même si on a des tâches qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas le même impact, ben, c'est que tout le monde a une importance sur l'objectif global. Tout le Là. monde fait partie sur le Exact. bateau. Donc, Exact. s'il y en a un qui Exact. avance pas, C'est, on va aller c'est, dans le sens ouais, inverse. exact. Quand on parle d'obstacles, on a parlé de courage. J'ai une question là-dessus. Quels sont les principaux obstacles à la transparence managériale? Ce qui veut aussi dire, qu'est-ce qui t'empêche d'être transparent, d'avoir le courage de prendre des décisions ou d'imposer des décisions? Euh, Tu sais, l'obstacle, c'est que des fois, quand tu prends une décision, que tu imposes de quoi, ça peut avoir un impact négatif sur certaines personnes aussi dans l'équipe. Fait que c'est de gérer ça. Des fois, tu sais, ça peut être de donner une promotion à quelqu'un, mais ça veut peut-être dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui aspirait à cette promotion-là. Puis là, faut après, une fois que tu as pris la décision, puis tu sais que c'est la meilleure décision pour l'entreprise, il y a quand même un peu de damage control à faire après parce que ça peut avoir un impact négatif sur quelqu'un d'autre dans l'équipe. Fait que ça, des fois, c'est à considérer. Ou des fois, même, ça peut être une décision à l'externe qui peut avoir un impact sur quelqu'un directement. Tu sais, d'ouvrir un nouveau bureau, ben moi, pour Karine, quand j'annonce qu'on va ouvrir un bureau à Laval, elle, ce qu'elle dit, OK, c'est j'augmente le nombre de factures à faire, le nombre de clients à gérer, le nombre d'ouvertures de dossiers à faire. Fait que pour elle, ça a un impact direct sur son travail. Tu sais, je veux dire, elle est super heureuse pour la compagnie, mais dans son day-to-day, elle a toujours le même nombre d'heures dans une journée. Fait que c'est Hmm. important de dire, ben, tu sais, oui, on ouvre des nouveaux espaces, mais en ce moment, je suis en recrutement pour trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider parce que Yes. tu sais, fait que c'est d'un peu gérer ça. Fait que toutes les décisions qu'on prend, il faut être capable d'évaluer, OK, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur chacune des personnes dans l'entreprise. Puis des fois, ça l'a pour les clients aussi. Tu sais, des Hmm. fois, de prendre une décision de fermer un bureau, de faire quoi que ce soit. On ne l'a pas fait encore, mais il y a des clients qui. Parce que moi, je l'entends, il y a des clients qui nous appellent parce que tel espace, l'administration a changé, ça va fermer, les propriétaires, ils sentent qu'il se passe de quoi. Puis là, ils Ouais. nous appellent, ils disent, ben là, on ne sait pas, La dans 3 panique. mois, ça va être encore là. On l'a vécu à Brossard avec Regis
Ils ont déménagé leur bureau. Il y a plein de clients qui venaient de voir, mais là, on ne sait plus, là, c'est quand, c'est quoi la date. Fait que chaque décision, ben, ça a un Il y a impact un sur plein impact. de gens. Puis là, comment tu gères ça, ben, c'est souvent ça le défi. Je m'adresse aux gens qui sont juste en dessous du leader, mid-management ou C-level. Cet extrait-là, j'aimerais que les gens ils le réenregistrent, ils le comprennent. Quand on arrive dans une entreprise, on arrive toujours avec ouais, mais il m'écoute pas, puis il est pas disponible, puis c'est un leader toxique, puis on entend, puis des fois c'est vrai. La plupart du temps, j'essaye d'expliquer ce que tu viens d'expliquer, le nombre de décisions qu'un gestionnaire doit prendre et l'impact qu'il doit calculer constamment. C'est normal qu'il y a des conversations qu'il ne va pas avoir. Il y a 24 heures dans une journée, il y a Mm. une famille, il y a des Ouais. donc, il y a des conversations où l'énergie va trop lui prendre. Il va faire, je m'en occupe pas. Là. Je suis trop stressé pour l'ouverture, dans ton cas, d'un bureau, pour aborder l'impact que ça peut avoir sur ta vie personnelle Mm. en ce moment. C'est pas un manque de considération, c'est de se mettre à la place d'une personne qui doit prendre plus de centaines de décisions par jour pour faire avancer la Ouais. business, pour que tout le monde soit heureux et pour que tout le monde garde son salaire. On t'a envoyé euh, un formulaire avant-après, puis c'était un formulaire d'évaluation de leadership. Tu as Mhm. reçu ce formulaire. Ouais. C'est des questions, la confiance en ton équipe, le temps, le micromanagement, est-ce que tu as du mal ou pas à déléguer? Quand tu as reçu ce formulaire d'auto-évaluation, qu'est-ce que tu as ressenti? Ben, rapidement, je me disais à moi-même que certaines choses dans lesquelles j'étais moins bon ou même pas bon du tout. Dans d'autres où je suis OK, mais ça, c'est pas si pire, tu sais. Hmm. Fait que je pense que t'as comme une tape dans le dos puis une tape en arrière de la tête des fois en même temps. J'adore. Fait que c'est comme ça shake un peu. D'avoir un peu le même feedback de tes employés aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que des fois, tu dis, OK, ben, j'avais l'impression que ça, j'étais bon, mais finalement, je réalise que je ne le suis pas ou l'inverse. Parce que des fois, la perception de nous-mêmes, tu sais, on en parlait tantôt là, avec les histoires d'ego et tout ça, ben, des fois, la perception qu'on a de nous-mêmes n'est pas nécessairement la vraie perception que les gens ont de nous. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun d'avoir un peu ce reality check-là, mais je pense que le plus important, c'est d'être capable de refaire l'exercice dans 6 mois, dans un an. Puis est-ce qu'il y a eu un changement? Puis s'il n'y a pas eu de changement, je pense que c'est là qu'il y a un problème. Parce que quand tu le sais pas, c'est dur de Tu le changer quelque ouais. chose. Tu vois pas l'importance. Mais quand tu le sais, si tu fais pas ce qu'il faut pour le changer, mais c'est là que je pense qu'en tant que gestionnaire, tu fais une erreur puis que justement, ça devient comme une histoire d'ego où tu penses que tu es parfait Hmm. partout. Là. Mais je pense que c'est ce que tu fais, puis c'est vrai dans n'importe quoi. Tu sais. Quand tu adresses un problème, une situation, s'il n'y a rien qui change après, il est là le Il y a problème. le C'est problème. pas la situation qui est le problème, c'est ce qui va se Merci. passer après. Là. Pour revenir avec, sans être l'ultime défendant des leaders, quand on entend une mauvaise situation managériale, la réponse qu'on a, c'est en anglais, c'est You don't know what you don't know. Mm. Exact. Tu peux pas lui en vouloir de gérer sa compagnie Mm. comme ça. Il n'y a pas d'école à proprement parler pour devenir le meilleur leader et le meilleur Mm. gestionnaire. Il y a des aides, mais tous les humains sont différents, tous les produits sont différents. Donc, à partir de là, on demande de la tolérance aux employés et aux gestionnaires. On demande aussi qu'ils se mettent à leur place un peu. Mm. Ça excuse pas certains comportements extrêmes, Ouais. mais au moins, à partir de là, on va leur dire, puis on va les accompagner à devenir des meilleurs gestionnaires. Ouais. On t'a envoyé aussi un leader, puis on a parlé d'accessibilité. Ok. Comment tu deviens, puis c'était une note, tu pensais être accessible, mais ça remonte aussi au fait où tu étais dans ta tête, où essayais de résoudre tous les problèmes par toi-même. Ouais. Comment tu deviens plus accessible pour ton équipe? Ben, je pense, en étant capable de déléguer, nécessairement, ça te libère du temps pour être disponible. Fait que ça l'aide. Parce que si tu gardes tout de ton côté, tu n'as juste plus de temps, tu es tout le temps dans tes. Fait que pour moi, d'être capable de déléguer, de retourner des responsabilités à mon équipe, je pense que c'est ça que ça m'a permis, c'est de me rendre disponible. Puis maintenant, ben, mes journées, c'est ça. Je suis disponible pour mes employés, je suis disponible pour les clients. C'est sûr que on le dit, là, on a toujours des enjeux, des urgences, toutes sortes de choses à régler. Mais je pense que dans les derniers mois, je me suis vraiment libéré beaucoup de temps pour être plus disponible. Puis ça fait que mes employés évoluent beaucoup plus rapidement parce que je leur donne beaucoup plus de responsabilités. Je les mets plus dans un mode solution. Fait qu'au lieu de juste me rapporter les problèmes que moi je trouve les solutions, eux ils découvrent le problème, ils amènent des solutions, puis ils font juste me présenter les solutions. Fait que ça, pour moi, ça fait une grosse différence. Il y a beaucoup moins de problèmes qui se rendent à moi. Il y en a beaucoup qui se règlent avant de se rendre à moi. Fait que ça m'a beaucoup aidé au niveau du stress. Je veux pas, ça l'enlève du stress. Ça fait aussi que ça responsabilise les employés, ça leur donne plus de valeur, même pour eux. En tout cas, ce que j'espère, c'est que ça leur fait comprendre que je leur fais confiance puis qu'ils ont une plus grande valeur peut-être qu'ils pensaient avant dans l'entreprise. Fait que tout ça, je pense que c'est juste une recette pour que ça fonctionne. J'ai Ça une fonctionne dernière mieux. question. On parle de. Ça fait partie aussi de ce que tu as reçu de ton équipe. Euh,
Le feedback, donner Ouais, plus de feedback, puis donner du feedback constructif dans le rapport ou dans le formulaire. Il a été demandé par ton équipe parce ouais, que tu en donnes plus. ouais. Ton équipe aimerait en recevoir plus. Toi, comment tu comptes t'ajuster ou ajuster ça dans ton leadership et en donner plus? Comment tu comptes le faire? Ben, c'est sûr que quand on a du temps, c'est plus facile, Tu puis reviens. d'être au courant de ce qui se passe. Fait que là, tu sais, on est dans un mode en ce moment où tu sais, j'ai responsabilisé tout le monde juste sur les chiffres. Tu sais, Mm, avant, c'est moi qui prenais les chiffres, puis eux s'attendaient à ce que je leur donne les chiffres. Maintenant, vous avez chacun des responsabilités. C'est à vous de m'amener les chiffres de ce dont vous êtes responsable. Puis à ce moment-là, moi, ça me permet de les challenger. On est-tu en avance? On est-tu en retard? Comment on peut aider? Comment on peut corriger? Quand ils prennent des actions, c'est sûr que sur des petits détails, à un moment donné, on ne veut pas mm, s'attarder à trop de détails, mais quand ils prennent des décisions puis qu'ils viennent me voir, me consulter avec une solution, pas juste avec un problème, mais là, je suis en mesure de les challenger sur la solution qu'ils m'amènent, de leur faire voir peut-être des choses que par manque d'expérience, ils n'ont pas nécessairement mm. pensé, mais ils font partie de la solution, ils font partie de la... Fait que ça, pour moi, c'est hyper important, puis c'est une belle façon de leur donner Du du feedback. feedback constructif. Quand tu es en mode solution, c'est toujours plus C'est facile que quand tu es en mode où on gère un problème. C'est plus difficile pour moi de donner du feedback constructif si tout ce que tu fais, c'est me garrocher un problème. Si tu me donnes le problème, mais là, je suis comme, OK, ben pourquoi c'est pas réglé? On tombe dans le mode des, c'est la faute de qui ou réactif. réactif. Mm. Mais si tu m'arrives avec des solutions, mais là, je peux être en mode plus constructif parce que tu as une grosse partie du travail qui a été fait. C'est plus facile pour moi de tomber en mode solution constructive. Sous-estimer ce que tu viens de dire pour les employés, et oui, le leader se doit, pour le bien de sa compagnie, s'entraîner à donner du feedback. Absolument. C'est une nécessité quand on arrive dans n'importe quelle entreprise. On leur dit, si vous ne faites pas ça, vous ratez beaucoup de choses. À l'inverse, ce qui est sous-estimé, c'est que la personne en face doit vouloir recevoir du feedback, doit être compréhensif dans le feedback. Des fois, il va être donné positivement, des fois, il va être donné négativement. Des fois, Fred va avoir une attitude positive, puis des fois, ça va être une journée de cul, puis ça va pas être évident, mais je vais te le dire. Il faut être tolérant envers ça, puis il faut savoir le recevoir et pas faire agir son ego quand votre leader vous donne du feedback. S'il l'a fait, revenez sur le ton ou la manière plus tard, mais au moins la première étape, c'est de comprendre le feedback. Donc voilà, ceci, c'était le deuxième épisode de Ta Fucking Culture Entreprise avec le superbe Fred Dehaye. Merci d'avoir été plus d'une centaine, 150, j'ai envie de dire, à nous écouter. Abonnez-vous sur YouTube, Spotify. Merci de nous soutenir. Inscrivez-vous à l'infolettre. Si vous avez aimé, comme d'habitude, en 2025 sur les réseaux sociaux, commentez, partagez. Et merci du support. Puis merci Fred. Merci.